Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc considérons une fonction d'onde, psi, pour une particule. On sait que la densité de probabilité de trouver la particule en un point est donnée par psi au carré, ou en module. L'énergie totale d'un système, ou d'un fluide, ou d'un champ, est une quantité conservée. Mais ça ne s'arrête pas là. La conservation de l'énergie totale est une chose, c'est qu'une toute petite information. Il existe aussi une loi de conservation locale. C'est-à-dire que si, pour un champ ou un fluide, dans une région donnée, on a une certaine quantité d'énergie, si la quantité d'énergie à l'intérieur diminue, cela signifie qu'une partie de l'énergie sort de cette région sous forme d'un flux d'énergie. La probabilité totale est conservée. La probabilité de trouver la particule quelque part est toujours de 100%. Mais existe-t-il une loi de conservation analogue à l'énergie, par exemple? La raison est oui. Alors d'abord, existe-t-il un équivalent d'un flux d'énergie? Existe-t-il un flux de probabilité? Considérons deux points et la probabilité de trouver une particule le long de ce point. Si on trace une surface percée par cette ligne, alors il y a une certaine probabilité que la particule traverse cette surface. Et ça correspond donc à un flux de probabilité de traversée de la surface par la particule. Considérons la probabilité. Une loi de conservation locale, ça signifie qu'il devrait exister un flux, un courant J de probabilité, avec la règle, l'équation de continuité, qui dit que la variation au cours du temps de la probabilité en un point est égale à moins la variation du courant selon une direction, en fait selon toutes les directions, c'est le gradient. Moins la variation avec la position du courant. Ça correspond au flux à travers la région considérée, petite région. Pour voir s'il existe bien un tel courant, on calcule la variation par rapport au temps de probabilité, c'est-à-dire de psi. Ça donne variation au temps par rapport à t est égal à psi star, donc le conjugué complexe, fois la variation par rapport au temps de psi, plus psi fois la variation par rapport au temps de psi star. L'étape suivante, c'est de remplacer ces valeurs-là. Alors, la variation par rapport au temps de psi est donnée par l'équation de Schrödinger. Et on obtient également la variation de psi star en prenant le conjugué complexe de cette équation. En le remplaçant ici, et après quelques calculs, quelques simplifications, il y a des termes qui s'éliminent, on trouve qu'effectivement, on peut l'écrire sous la forme d'une variation avec la position d'un courant J qui est égal à 1/2 fois P moins QA, donc on prend la version avec champ magnétique bien sûr, divisé par M, astérisque, fois psi, plus P moins QA sur M, fois psi star. P moins QA, c'est une impulsion, et divisé par rapport à 2M, ça donne en fait une vitesse. Donc on peut voir ça comme un opérateur vitesse, et donc le courant, c'est la vitesse aux conjugaisons près ici, que je ne réécris pas, c'est une vitesse fois la fonction d'onde. Et ça traduit bien, effectivement, l'idée d'un flux de probabilité, à savoir qu'on a une certaine
quantité de fonction d'onde en un point, une vitesse, qui est en fait un opérateur, et la vitesse fois cette densité de fonction d'onde donne le flux. C'est donc assez intuitif. Notons que le fait qu'on ait une conjugaison complexe comme ceci implique que le courant est une quantité réelle, tout comme la probabilité. Donc on a un flux de probabilité qui est un nombre réel et donc la loi de conservation est établie. Le fait que la probabilité soit conservée localement a des conséquences. Par exemple, si j'ai deux endroits avec une certaine probabilité P1 et P2 de trouver la particule, si au cours du temps, la probabilité ici augmente, et si elle diminue ici, cela veut dire qu'il y a un flux de probabilité entre les deux, qui fait que la particule a une certaine probabilité de transiter d'un point à l'autre, et donc il se passe quelque chose entre les deux. Et en particulier, si je plaçais un mur hermétique, ici, cela influencerait forcément l'évolution des probabilités aux deux extrémités. Autre exemple, si j'ai une certaine région, une grande région, et que la fonction d'onde est entièrement contenue dans cette région, telle que près de la surface, la fonction d'onde est nulle. Et la particule a 100% de chance d'être dans cette zone-là. Si la densité de fonction, si la fonction d'onde est nulle, alors le courant est nul. Donc, ça veut dire qu'au cours du temps, la particule reste à l'intérieur de cette zone, elle ne s'en échappe pas, elle reste confinée, elle ne peut pas sauter mystérieusement hors de cette zone. Ce n'est que si la densité de probabilité évolue jusqu'à atteindre la surface, qu'à ce moment-là, il y a une certaine probabilité que la particule s'échappe de cette zone. Ceci est assez intuitif et donne une inspiration. On pourrait considérer la fonction d'onde comme une espèce de champ ou de fluide classique. Un fluide d'électrons ou un champ d'électrons classique. Donc une espèce de champ de fluide chargé électriquement et réparti dans l'espace. C'est d'ailleurs l'interprétation que Schrödinger avait adoptée au début. Quand il a écrit la fonction d'onde, il voyait l'électron comme une onde, et une onde est une variation d'un champ dans l'espace et le temps, et a automatiquement adopté un point de vue de ce type, une espèce de fluide électrique réparti dans l'espace. Mais en réalité, il a dû changer son fusil d'épaule parce que c'est faux. D'une part, si je mesure la position de l'électron, je le trouve toujours en un point précis. Je ne trouve pas un fluide. Si j'ai de l'eau qui est répartie sur une certaine surface, et que je mesure la quantité d'eau à un endroit donné, je n'aurais jamais trouvé qu'une toute petite partie. L'essentiel de l'eau est étalé. Alors que pour l'électron, non. Si je le trouve à un endroit, je l'y trouve tout entier. De plus, un tel fluide en mouvement, chargé électriquement, impliquerait l'existence d'un champ magnétique à cause du mouvement de charge électrique. Mais on n'observe rien de tel. Ça n'obéit pas aux lois d'un fluide classique. Donc, Schrödinger a dû abandonner cette interprétation pour essayer, et à ce moment-là, adopter des interprétations plus proches de celles de l'école de Copenhague, avec le caractère probabiliste. La fonction d'onde donne seulement la probabilité de trouver la particule. Nous reviendrons sur ces aspects interprétatifs. Il existe toutefois des cas où cette interprétation de fluide pourrait avoir un sens. Dans certains cas, où on a un très grand nombre de particules, comme dans un supraconducteur. À ce moment-là, la densité
de particules, si toutes les particules sont dans le même état, décrit par la même fonction d'onde, alors la probabilité donne la densité, la quantité de particules qu'on va trouver en ce point. Et le flux de probabilité traduit un flux de particules. Et donc dans ce cas-là, on peut réellement considérer l'ensemble comme un fluide composé de millions, milliards de particules, décrit par une certaine densité de particules et un courant, un flux de particules. D'où l'intérêt. Nous y reviendrons très vite. Dans la prochaine vidéo, nous allons un peu plus creuser ceci. Parce que ici, nous avons l'impulsion de l'électron, et nous avons dit ceci, c'est un opérateur de vitesse en présence d'un champ magnétique. On a donc une impulsion P-QA. Donc on a en quelque sorte, on a deux impulsions différentes. Et donc nous allons essayer d'éclaircir un peu plus physiquement un peu ce phénomène d'avoir deux types d'impulsions. Je vous remercie.